Bonjour à tous. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour et bienvenue dans les grands débats. Dans ce numéro, retour sur l'un des temps forts de la semaine à l'Assemblée nationale. Les questions au gouvernement permettent aux députés d'interpeller les ministres sur leur action. On va revoir les séquences qui ont marqué l'hémicycle. La guerre en Ukraine, les préoccupations sur l'école, le pouvoir d'achat ou encore le déficit public sont au cœur des questions. Suite de notre feuilleton 2024, nous sommes le 13 février. La séance s'ouvre par un hommage à Robert Badinter. Depuis plus d'un demi-siècle, nous l'avons vu agir inlassablement. L'avocat pénaliste, le conseiller très écouté de François Mitterrand, le garde des Sceaux portant l'art oratoire à son degré suprême, mais aussi le président du Conseil constitutionnel, le sénateur et le président d'honneur du mouvement pour l'abolition universelle de la peine de mort. Sa force de conviction, son engagement, son sens aigu de la justice et du droit, vous les connaissez. Avec finesse, avec élégance, il les incarnait à la manière d'un sage, fidèle aux principes, indifférent aux outrages. Homme de culture, amoureux des livres et des anciens manuscrits, Robert Badinter puisait dans l'histoire les modèles exigeants qu'il se donnait. De Victor Hugo, il aimait à citer cette phrase : « Le droit qu'on ne peut retirer à personne, c'est le droit de devenir meilleur. » Aussi considérait-il avec Hugo la peine de mort comme le signe spécial et éternel de la barbarie. Lui qui ne voulait plus d'une justice qui tue, s'illustra aussi par d'autres avancées, comme la fin des juridictions d'exception, l'abrogation de la loi de 1942 qui discriminait l'homosexualité, le régime indemnitaire des victimes d'accidents de la route ou encore l'ouverture de recours individuels devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans tous ces combats, le souci d'une pleine justice orientait et déterminait l'action publique. Humaniste avec Hugo, il était socialiste à la façon de Jaurès qui disait « La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. Ceux qui depuis un siècle ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire. » Oui, Robert Badinter allait à l'idéal par les chemins de Crète. Enfant de la République, dont la famille avait fui la Bessarabie et ses persécutions, il savait la puissance émancipatrice de l'universalisme républicain et à son tour l'a fait vivre. Après cet hommage, les députés entrent dans le vif des questions. La situation à Mayotte préoccupe la représentation nationale. La crise s'aggrave dans ce département le plus pauvre de France, confronté à une immigration massive venue des Comores. La députée de Lille, Estelle Youssoufa, interpelle le gouvernement. Mayotte agonise. Mayotte qui pleure Mohamadi Assinani, poignardé en plein cœur cette nuit à Tsingoni. Un père de famille, énième victime de la violence aveugle qui ravage notre île. Mayotte qui réclame à corps et à cri la sécurité. Mayotte qui réclame son droit à vivre. Je veux vous rappeler ici que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Qui se soucie de notre droit à la sûreté, à la sécurité à Mayotte? Nous, vos concitoyens, risquons notre vie en allant à l'école, en allant faire nos courses, en allant à l'hôpital, en allant travailler. Nous sommes prisonniers chez nous. Nos enfants vont à l'école sous protection de la gendarmerie, quand les cours ne sont pas annulés à cause des émeutes comme c'est le cas aujourd'hui. Parlons de la liberté de circulation, qui est elle aussi protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. À Mayotte, nous ne circulons plus, ni le jour ni la nuit, par crainte des embuscades, des bandes violentes qui ravagent, qui pillent, qui détruisent et incendient des quartiers entiers, qui sèment la mort à coups de machette. Je vous le dis ici, trop, c'est invivable.
Mayotte entame son 22e jour de blocage. L'île est toujours paralysée par le mouvement social légitime qui demande la paix et la sécurité à Mayotte. Mayotte qui attend votre engagement écrit. Quand allez-vous nous répondre? Quelles mesures prenez-vous pour ramener la paix et la sécurité à Mayotte? Quand est-ce que les renforts arrivent? Madame la députée Youssoufa, tout d'abord, je vous prie d'excuser le ministre de l'Intérieur qui, vous le savez, est très concerné par les problèmes de Mayotte. Il était lui-même dimanche à Mayotte et nous avons passé toute la journée ensemble à rencontrer notamment le collectif des Forces Vives et à écouter les Mahorais. Vous m'interrogez, Madame la députée, sur les moyens qui ont été déployés et qui vont être déployés à Mayotte pour venir au renfort de la situation. Depuis 2017, les effectifs de police et de gendarmerie, vous le savez, ont doublé. L'opération Shikandra, lancée en 2019, a permis de doubler les interceptions en mer et d'expulser 90 000 étrangers en situation irrégulière en 3 ans. En début d'année 2023, le lancement de l'opération Wambushu a donné lieu à un déploiement inédit de moyens pour lutter contre la violence et la criminalité avec l'arrestation de 60 chefs de bande. Cela a permis aussi de lutter contre l'habitat indigne avec le décasage de 700 cases et de lutter contre l'immigration clandestine en faisant en sorte que des moyens inédits soient déployés. 661 kwassa ont été interceptés, 592 passeurs interpellés et 25 000 étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière. Alors maintenant, Madame la députée Youssoufa, vous avez raison, nous devons aller beaucoup plus loin pour protéger Mayotte d'une pression migratoire. Nous engagerons une opération Wambushu 2. Le ministre de l'Intérieur, dimanche, est d'ailleurs venu immédiatement avec 15 gendarmes du GIGN pour prêter main forte aux forces de l'ordre déjà en place et permettre des actions ciblées et rapides. Un escadron Guépard sera également envoyé dans les prochaines semaines. Enfin, un rideau de fer sera également constitué en déployant en mer des moyens renforcés de la Marine nationale, des drones et des radars de nouvelle génération. Pour le courrier sur lequel vous m'interrogez, Madame la députée, il sera adressé, comme nous nous étions engagés, ce soir à Mayotte. Autre sujet majeur cet hiver, la situation de l'école publique qui fait face à un manque crucial de moyens et aux fermetures de classes. L'opposition de droite interpelle la toute nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. 5 ministres. Oui, 5 ministres différents en moins de 20 mois. Ce n'est plus une valse ministérielle, c'est tout simplement un naufrage. Votre nomination, Madame la ministre, n'est pas une solution, c'est un symptôme. Le symptôme d'un gouvernement sans cap, sans stratégie, sans boussole pour notre école. Et pire encore, surtout sans colonne vertébrale. N'est-ce pas vous, Madame la ministre, qui en 2016 qualifiait de faribole la restauration de l'autorité et le port de l'uniforme? N'est-ce pas vous, Madame la ministre, qui avez inventé le délit de blasphème en lâchant publiquement la jeune Mila qui était la proie des islamistes sur les réseaux sociaux? Et maintenant, Madame la ministre, vous venez nous expliquer que votre feuille de route, c'est celle de Gabriel Attal, que c'est notamment la mise en place de l'uniforme et la défense de la laïcité. Mais de qui se moque-t-on? Au fond, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes vraiment ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est vous ou Gabriel Attal? Est-ce que c'est vous ou Emmanuel Macron? En 2016, vous parliez de supprimer le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez déjà commencé en supprimant celui de l'enseignement professionnel. D'où ma question. Qu'allez-vous faire de l'Éducation nationale, Madame l'ex-garde des Sceaux? Êtes-vous là aujourd'hui pour prononcer sa liquidation judiciaire? Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Portier, je ne suis pas sûre, Monsieur le député, car j'ai eu l'occasion de vous lire récemment, je ne suis pas sûre que les attaques personnelles, d'autant qu'elles ne sont pas exactes, servent notre démocratie. Vraiment, je n'en suis pas certaine, mais passons sur ces éléments-là et venons-en au fond. J'ai, Monsieur le député, je le redis ici devant vous, 2 objectifs. La réussite des élèves et le vivre ensemble dans nos écoles. Cela signifie que je souhaite vraiment porter haut la protection de nos personnels enseignants, notamment celle des chefs d'établissement qui, tous les jours, luttent pour faire vivre les principes de la République dans notre école. Parmi ces principes, ceux de la laïcité
laïcité, auquel je suis profondément attachée et depuis longtemps, car il s'agit vraiment de la réussite de la mixité et de la réussite de notre République en général. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous répondre. Fin février, la guerre en Ukraine s'invite en séance publique après les propos d'Emmanuel Macron qui a évoqué l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol en Ukraine. Les oppositions de droite comme de gauche demandent une clarification au gouvernement. Monsieur le Premier ministre, le président Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. En dynamique, rien n'est exclu. Nous serions alors de fait en guerre avec la Russie. Deux puissances nucléaires qui s'affrontent sur le territoire d'un tiers, ce n'est pas une option. C'est une escalade incontrôlée, irresponsable et insensée qui menace gravement la paix. Le président prétend créer, je cite, de l'ambiguïté stratégique. Mais il n'est pas ambigu, il est léger, désinvolte, inconséquent, bref, irresponsable. Déjà en Suède, le président a proposé de partager la dissuasion nucléaire avec des nations européennes. Une absurdité contraire à la doctrine française qui en sape la crédibilité. Vous n'avez pas assumé. Mais maintenant, le gouvernement polonais est prêt à vous prendre au mot. Qu'allez-vous faire? La dissuasion doit servir à protéger les intérêts vitaux de la France. La France n'a jamais cru à un parapluie nucléaire. Et la semaine dernière, un accord de défense a été signé avec l'Ukraine, une nation en guerre. C'est inédit. Quand le Parlement pourra-t-il ratifier cet accord? Vous ne cessez de parler de réarmement à toutes les sauces. Cette rhétorique prépare la guerre. Mais vos coups de menton isolent la France. L'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Pologne se sont désolidarisés de l'annonce du président Macron. Même l'OTAN a démenti avoir de tels projets. Cessez donc d'humilier la France et d'instrumentaliser la juste cause ukrainienne. La France est une puissance dotée de l'arme nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a toujours eu une voix singulière dans le concert des nations. Elle doit agir pour le respect du droit international au lieu de jeter de l'huile sur le feu et d'attiser la guerre. Nous devons, au contraire, œuvrer à la paix en recherchant des garanties de sécurité mutuellement acceptables, en organisant une conférence européenne sous l'égide de l'OSCE. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience qu'avec un tel engrenage, vous risquez d'entraîner la France, l'Europe, le monde dans une guerre nucléaire? Malgré les pertes énormes sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan financier, et malgré la stagnation d'ailleurs sur le terrain, la Russie n'a aucunement renoncé à ses objectifs militaires. Cela, nous pouvons peut-être le partager. Elle pense d'ailleurs avoir imposé l'idée de sa victoire. C'est faux. Et la réunion qui s'est tenue hier à l'Élysée avait d'abord et devait permettre d'abord de le rappeler. Nous avons et nous soutiendrons dans la durée l'Ukraine. Face aux attaques russes et à la déstabilisation de l'Europe qu'elles provoquent, le soutien à l'Ukraine doit donc s'accroître. L'urgence, c'est la question de la livraison des munitions dont l'Ukraine a besoin. Il s'agissait d'avancer de manière très coordonnée pour produire plus et livrer de nouvelles capacités. Au-delà, nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions, et je réponds à la question, Madame la députée, certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. C'était et c'est toujours la position aujourd'hui du président de la République. Et au fond, il s'agit de dire peut-être quelques vérités. D'abord, que la Russie agresse l'Ukraine. Et ce n'est pas l'Ukraine qui agresse aujourd'hui la Russie. D'autre part, ce n'est pas à la Russie de nous dire comment nous devons aider l'Ukraine. Et puis, peut-être une vérité certaine, c'est que cette guerre peut s'arrêter à n'importe quel moment si la Russie décide de retirer ses troupes en Ukraine. Monsieur le Premier ministre, le premier devoir d'un pays, c'est de ne disposer de la vie de ses soldats que pour défendre son indépendance ou pour préserver son intégrité, ou alors de les engager si, dans le cadre d'une alliance, des obligations ont été contractées. Mais là, sur un terrain extérieur, il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés.
il faudrait intervenir militairement avec nos soldats. Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité, mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde, alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis, s'y refusent? À l'heure où tant de personnes, y compris des responsables politiques, parlent de la guerre avec tant de désinvolture, la chef de l'opposition que je suis ne peut rester silencieuse devant les propos d'une extrême gravité tenus hier soir par Emmanuel Macron. Et je trouve que les propos de l'ancien président François Mitterrand, en réponse à ceux qui souhaitaient envoyer des troupes en Bosnie et que je viens de citer, sont d'une parfaite actualité. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Bien sûr, la Constitution confie au président de la République l'engagement des forces armées. Alors, Monsieur le Premier ministre, je souhaite savoir si vous comptez porter auprès du président de la République la voix de millions de Français. Madame la présidente Le Pen, on avait failli y croire. On a failli y croire quand on a commencé à vous entendre donner l'impression que vous dénonciez l'agression russe contre l'Ukraine, alors même que vos députés européens ont systématiquement voté contre toutes les sanctions qui étaient proposées contre la Russie, contre les oligarques. On avait failli y croire quand on vous a entendu, avec le plus grand des cynismes, rendre hommage à la mémoire d'Alexeï Navalny, alors que vos députés ont refusé de voter les textes qui étaient proposés au Parlement européen en soutien à cet opposant russe mort dans les geôles de la Russie. Et la réalité, Madame la présidente Le Pen, c'est que vous attendiez la première occasion pour rappeler les vraies fidélités qui sont les vôtres. Que vous attendiez la première occasion pour montrer le vrai visage qui est le vôtre. Le visage d'une responsable politique qui refuse tout simplement de reconnaître qu'il y a une guerre initiée par un pays autoritaire, un pays où les opposants meurent dans des geôles, c'est la Russie. Qu'il y a une guerre imposée à l'Europe qui frappe un pays, une démocratie, c'est l'Ukraine. Madame la présidente Le Pen, vous refusez visiblement de voir que ce n'est pas seulement une guerre contre l'Ukraine qu'a engagé Vladimir Poutine. C'est aussi une guerre contre des valeurs qu'il exècre, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté. C'est une guerre de la Russie pour imposer la loi du plus fort, pour déchirer les règles internationales, pour remettre en cause la souveraineté des États. Si nous acceptons, si nous nous résignons, si nous détournons le regard, personne ne sait où la Russie s'arrêtera, Madame la députée Le Pen. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si des pays historiquement neutres, je pense à la Suède et à la Finlande, font le choix de rejoindre l'OTAN. Ce n'est pas un hasard, Madame Le Pen. Ce n'est pas un hasard, Madame Le Pen, si, comme le rappelait le président de la République hier, ce qui paraissait impossible pour l'Europe il y a encore 2 ans, la livraison d'armes, s'est finalement réalisé. La Russie pensait écraser l'Ukraine en quelques jours. Elle s'est heurtée à une résistance exceptionnelle du peuple ukrainien. Et si nous vous avions écouté à l'époque, nous n'aurions pas accompagné les Ukrainiens face à cette agression. La Russie imaginait les démocraties faibles. Nous l'avons surprise par la force de notre réaction et de notre soutien aux Ukrainiens. Alors oui, le Kremlin mise sur la lassitude et sur l'usure. Le Kremlin mise sur l'oubli et la complaisance de ceux qui l'ont soutenu, défendu, voire idolâtré. Alors oui, la Russie durcit le conflit. C'est le cas sur le terrain en Ukraine. C'est le cas sur son territoire avec une oppression de plus en plus forte. C'est le cas aussi vis-à-vis des autres nations. Cette guerre frappe durement l'Ukraine et les Ukrainiens. Mais la Russie a aussi choisi de s'en prendre à la France et les alliés de la démocratie. Des manœuvres de déstabilisation informationnelle, et vous le savez très bien, vous ne les dénoncez jamais. Des manœuvres d'ingérence, d'interférence ont été révélées ces dernières semaines
ça ne vous pose aucun problème. Aucun problème. Cette entreprise de déstabilisation massive, Madame Le Pen, ne s'arrêtera pas si nous ne réaffirmons pas notre soutien plein et entier aux Ukrainiens pour se défendre. C'est ce qu'a fait le président de la République hier. Madame Le Pen, quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a 10 ans, pas il y a 5 ans, il y a seulement 2 ans. C'était dans votre programme pour l'élection présidentielle. Si vous aviez été élu en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. C'était dans votre programme. Monsieur le Premier ministre, hier, le chef de l'État, lors de la conférence de soutien à l'Ukraine, organisée dans l'urgence, a annoncé aux débeautés que l'envoi de troupes en Ukraine n'est pas exclu et qu'il serait mis en place une coalition de missiles à longue portée visant à frapper la Russie dans la profondeur. Cette déclaration improvisée, prononcée avec légèreté, comme si son auteur n'en mesurait pas toute la portée, sonne comme une fuite en avant militariste totalement irresponsable. Depuis 2 ans, les députés du groupe GDR dénoncent sans ambiguïté l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie et en appellent à déployer des moyens diplomatiques pour trouver une solution pacifique. Après plus de 700 jours de guerre, l'évolution de la situation montre qu'en dépit de l'aide militaire fournie à l'Ukraine, l'escalade de la guerre n'a apporté de réponse ni à l'aspiration des Ukrainiens à vivre libres en sécurité, ni à la nécessité de rétablir la paix dans cette partie de l'Europe. Pire, les risques d'engrenage et de généralisation du conflit sont plus importants que jamais. Après certaines déclarations britanniques et allemandes qui nous demandent de nous préparer à une guerre européenne à brève échéance, après la signature d'un accord militaire entre la France et l'Ukraine, lourd de conséquences, nous ne pouvons que nous inquiéter face à cette déclaration belliciste du président qui nous entraîne dans une escalade guerrière dangereuse pour le continent. À rebours des va-t-en-guerre, nous exigeons que la France prenne en responsabilité la tête en Europe d'une coalition pour la paix, une coalition pour la paix sous l'égide des Nations Unies. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, pourquoi ne pas proposer cette voie pour mettre fin à cette guerre? Monsieur le Président Chassaigne, la première mobilisation du Président de la République s'agissant de l'agression de l'Ukraine par la Russie, et chacun s'en souvient, c'était d'abord une mobilisation diplomatique pour chercher à convaincre Vladimir Poutine de renoncer à ses plans. Il s'est rendu sur place, d'autres chefs d'État européens aussi. L'Union européenne elle-même, à l'initiative de la France et d'autres pays, est intervenue. Malheureusement, la Russie a attaqué l'Ukraine. Vous dites qu'après 2 ans de conflit, après que les pays européens et d'autres alliés aient soutenu l'Ukraine militairement pour tenir, les Ukrainiens ne vivent toujours pas en sécurité et en paix. C'est un fait. Mais ce qui est certain, c'est que si nous n'avions pas soutenu les Ukrainiens depuis 2 ans, probablement qu'ils n'auraient pas pu tenir et qu'ils ne vivraient pas du tout ni en sécurité, ni en paix, ni librement, puisque la Russie aurait pris le contrôle de cet État souverain et de cette démocratie. Parce que c'est aussi ça qui se joue, finalement. Ce qui se joue, c'est la volonté d'un État autoritaire de faire entrer dans nos esprits que la démocratie rimerait avec faiblesse, que l'état de droit rimerait avec indécision. En nous battant pour soutenir les Ukrainiens face à l'agresseur russe, nous nous battons aussi pour défendre nos valeurs, notre modèle démocratique et l'état de droit. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Chassaigne, vous avez rappelé les déclarations, notamment de responsables politiques allemands et britanniques, sur les craintes qui sont les leurs. Je rappelais tout à l'heure le choix qui a été fait par la Suède, la Finlande, de rejoindre l'OTAN, alors même qu'elles l'ont toujours refusé au départ. C'est bien parce que chacun est convaincu que derrière l'Ukraine, c'est nous. Et que si nous acceptons que la Russie prenne le contrôle de l'Ukraine, demain, ça pourrait être des pays membres de l'Union européenne et peut-être nous. Moi, je le dis, je n'ai pas envie que
ma génération et celles qui suivront grandissent avec l'idée que la loi du plus fort peut à nouveau s'appliquer en géopolitique sur la planète. Moi, je n'ai pas envie que ma génération et les générations ultérieures se disent qu'un État autoritaire peut prendre le contrôle d'un État démocratique par la force et par les armes. Et donc, je le dis, non seulement j'assume, mais je suis fier que la France ait un président de la République qui, depuis le début de cette guerre, a cru dans la capacité des Ukrainiens à résister, ce qui n'était pas le cas dans l'ensemble du spectre politique français. À l'époque, il faut s'en souvenir, où on entendait d'éminents responsables politiques nous expliquer que l'armée ukrainienne ne tiendrait pas quelques semaines ou quelques mois. Nous avons cru en eux, le président de la République a cru en eux, nous les avons soutenus. 2 ans après, la guerre est toujours là, mais 2 ans après, les Ukrainiens sont toujours debout. Autre sujet majeur en ce début d'année, la crise agricole donne lieu à des échanges tendus en séance. Les députés fustigent notamment la concurrence déloyale venue de certains pays, à l'instar du député Philippe Brun, qui interpelle le gouvernement en brandissant un pot de miel. Monsieur le Premier ministre, j'ai acheté juste à côté de l'Assemblée nationale ce pot de miel bon marché, composé d'un mélange de miel, y compris de miel chinois. En Chine, les ruches sont traitées à base d'un pesticide interdit en Europe, la propargite, interdit pour sa dangerosité. Nos apiculteurs français vivent avec la concurrence déloyale de ce miel chinois, comme tant d'autres producteurs de notre pays. Je pense en particulier aux producteurs de maïs et de lin, qui doivent faire face à la concurrence des producteurs américains, canadiens, néo-zélandais, qui font usage d'un pesticide hautement dangereux, l'atrazine, interdit en France depuis 2003, mais qui n'est pas interdit dans ces pays-là. Aujourd'hui, près de 25% des produits que nous importons ne sont pas conformes aux normes européennes. Pourtant, nous avons voté ici, en 2018, l'article 44 de la loi Egalim qui doit protéger nos producteurs français. Cet article, en effet, interdit l'importation de produits étrangers qui ne sont pas conformes aux normes européennes. Et pourtant, le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures administratives d'application de cet article. Et les conséquences, nous les voyons aujourd'hui avec la crise agricole que nous vivons. Alors, avec des agriculteurs, avec des consommateurs, nous avons saisi la justice afin d'imposer au gouvernement de prendre les mesures administratives qui s'imposent. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, quand est-ce que le gouvernement fera application en France de la loi républicaine et rétablira une concurrence loyale pour nos agriculteurs? Bravo. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brun. Votre exemple est très frappant puisqu'il pointe les limites d'un commerce international non régulé qui conduit effectivement un pays comme la France à demander à ses agriculteurs, à demander à ses industriels de respecter des normes environnementales extrêmement exigeantes et qui se trouvent dans la situation d'importer des produits qui, eux, ne respectent pas ces normes. Ce sujet, vous le connaissez bien et c'est pour ça que nous mettons en place des traités de libre-échange. Et c'est là que je vois une certaine incohérence dans vos propos, car à quoi servent les traités de libre-échange? Ils servent précisément à réguler le libre-échange. Ils servent précisément à mettre des clauses miroirs et de réciprocité qui interdisent le type de situation que vous mentionnez. A-t-on aujourd'hui un traité de libre-échange avec la Chine? Non, bien entendu. Pourquoi êtes-vous, vous, contre ces traités de libre-échange qui permettent de mettre des clauses miroirs, qui permettent d'imposer le respect des accords de Paris et qui permettent d'interdire l'importation d'un certain nombre de produits vers la France alors que c'est protecteur des Français, protecteur des Européens? Vous mentionnez l'article 44 dont le décret n'a pas été publié. Moi, je suis intéressée de ce que va dire le juge parce que vous savez, vous comme moi, parce que vous connaissez bien le droit européen, que cet article 44, il est illégal au regard du droit européen et que ce combat, il doit être porté au niveau européen. Alors nous, ne jouons pas avec les mots, nous ne trahissons pas les Français, nous ne leur racontons pas des histoires, nous prenons nos responsabilités et ce combat, nous le portons aujourd'hui au niveau européen. La situation dans la bande de Gaza préoccupe également la représentation nationale, alors que des centaines de civils ont été tués lors d'une distribution d'aide humanitaire. Écoutez cet échange au vitriol entre Thomas Porte, député La France Insoumise, et la ministre Chrysoula Zacharopoulou.
Fatia Azaïza, Rami Fayad, Mohamed Kerka, Ahmed Abou Shalma. Ce sont les noms des 4 agents de l'Institut français à Gaza assassinés par l'armée israélienne. Je voudrais ici saluer leur mémoire et leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Depuis 151 jours, 30 000 Palestiniennes et Palestiniens ont été assassinés par l'armée israélienne. 210 par jour, 8 par heure, 1 toutes les 7 minutes. 41 jours après la décision historique de la Cour internationale de justice, Israël continue de piétiner le droit international. Depuis la demande des mesures conservatoires, Israël a diminué d'1 tiers le nombre de camions d'aide alimentaire qui rentrent dans la bande de Gaza. Après avoir affamé le peuple palestinien, son armée s'est livrée jeudi dans le nord de Gaza à une exécution de masse, tuant 100 Palestiniens qui attendaient pacifiquement de la nourriture dont ils sont privés depuis plusieurs semaines par l'État israélien. La situation est dramatique. L'ONU décrit une famine terrifiante. Nous ne comptons plus les récits de personnes décédées par manque de nourriture. Je pense à Yazan, 10 ans, mort de faim, dont les images du cadavre squelettique devraient hanter vos consciences. Je pense à ces 8 bébés décédés cette semaine parce qu'ils n'avaient pas de lait maternel. Il ne s'agit pas de légitime défense, il ne s'agit pas d'une opération militaire, il s'agit du génocide du peuple palestinien, comme l'ont dit les médecins français qui rentraient de Gaza. Monsieur le ministre, face à l'horreur, vos mots ne suffisent pas à couvrir la lâcheté de vos actes. Combien de temps la France va regarder le massacre à Gaza sans agir? Combien de temps la France va rester sans prendre des sanctions économiques et diplomatiques contre l'État israélien? Monsieur le ministre, quand enfin allez-vous passer des paroles aux actes pour imposer un cessez-le-feu et arrêter le massacre du peuple palestinien? Les bilans humains et la situation humanitaire dans les bandes de Gaza sont intolérables et les opérations israéliennes doivent cesser. Un cap supplémentaire a été franchi jeudi dernier lorsque des civils palestiniens ont été pris pour cible par des soldats israéliens au cours d'une distribution d'aide. Nous exprimons notre plus ferme réprobation envers ces tirs israéliens et demandons la vérité, la justice et le respect du droit international. Nous soutenons la demande d'ouverture d'une enquête indépendante formulée par le secrétaire général des Nations Unies. Nous demandons des explications au gouvernement israélien sur ces actes d'une très grande gravité. L'aide étrangère à Gaza a diminué de 45% entre janvier et février. Pour que l'aide soit acheminée à grande échelle, il est impératif d'augmenter les points de passage. Les responsabilités sur le blocage de l'aide sont clairement israéliennes. Face à cette crise, la France est mobilisée au plus haut niveau. Dès le début de la réponse militaire israélienne, la France a rappelé avec force la nécessité absolue pour Israël de se conformer au droit international humanitaire. Les civils palestiniens n'ont pas à être les victimes d'atrocités commises par les Hamas. Israël a l'obligation de tout faire pour épargner les civils. Le droit international humanitaire s'impose à tous et impose à tout temps et tout lieu des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. Au chapitre social, les députés fustigent la nouvelle réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement pour inciter à la reprise du travail. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail, Madame Vautrin, mais en fait, elle s'adresse à tout le gouvernement. Je voudrais savoir d'où vient votre obsession pour les chômeurs. Vous semblez les présenter comme de braves oisifs qui vivent dans le confort de l'inactivité. Depuis 2017, les gouvernements successifs ont mené des réformes de l'assurance chômage pour réduire l'indemnisation, pour réduire le niveau de l'indemnisation, pour introduire une durée minimum d'activité ouvrant droit au chômage, pour renforcer les contrôles et, il y a quelques mois, vous avez conditionné le RSA. Tout ça avec comme seule perspective d'atteindre le sacro-saint plein emploi, les 5% présidentiels qui seraient la démonstration implacable de la réussite de votre politique. Pourtant, le réel s'impose à vous, les chiffres du chômage stagnent et les perspectives sont relativement fragiles et confirment la difficulté qui nous fait face. Face à cela, vous n'êtes pas tenté de parler de salaire, vous n'êtes pas tenté de parler de la qualité du travail, non, vous nous parlez de nouveau à travers
la presse des perspectives d'un tour de vis supplémentaire sur l'assurance chômage. Ma question, Madame la Ministre, est donc la suivante. Appauvrir les chômeurs et finalement précariser les travailleurs, est-ce réellement le seul chemin que vous souhaitez emprunter pour tutoyer le plein emploi? Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Benjamin Sainte-Huile. Monsieur le député, un constat s'impose, c'est cette majorité qui, depuis 2017, a permis à 2 millions de Français de retrouver le chemin de l'emploi. Ça, c'est un acquis et c'est fait aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est de continuer à travailler avec nos concitoyens qui sont aujourd'hui les plus éloignés de l'emploi. La preuve, le travail qui a été fait, et je rends hommage à mon prédécesseur Olivier Dussopt, avec la réforme de France Travail. Quel est l'esprit de cette réforme? C'est précisément d'avoir capacité à accompagner nos concitoyens qui sont effectivement éloignés, qui ont effectivement des freins, qu'il s'agisse de garde d'enfants, de problèmes de mobilité, de différentes difficultés et surtout d'un enjeu de compétences. Parallèlement à ça, le sujet, c'est également à l'échelle du bassin d'emploi d'avoir capacité à regarder quels sont les besoins des entreprises de façon à mettre en adéquation les besoins de main-d'œuvre du territoire et les réponses que nous avons. Ce que je peux vous répondre là encore très concrètement, c'est qu'après 9 mois de recul, avec France Travail, nous avons 22 000 personnes qui sont entrées dans ce dispositif et 40% d'entre elles sont aujourd'hui en emploi. C'est donc un dispositif qui a fait ses preuves et l'objectif, c'est effectivement de continuer. Parce que, effectivement, notre sujet, c'est l'émancipation par l'emploi. L'émancipation par l'emploi, c'est assurer un revenu, c'est permettre à nos concitoyens de retrouver une vie qui soit celle de ceux qui ont la capacité d'avoir un revenu et c'est les aider à retrouver leur dignité. Enfin, et je voudrais terminer là-dessus, je rappelle que depuis 2021, cette augmentation du SMIC, c'est-à-dire plus 13,5%, c'est bien là encore un accompagnement de nos concitoyens vers l'emploi. Début mars, les questions sociétales dominent l'ordre du jour. Au lendemain d'un congrès historique à Versailles, les députés reviennent sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Chers collègues, un peu de silence s'il vous plaît. On l'a fait pour nos mères, nos sœurs, nos filles, pour toutes ces inconnues, pour celles d'ici et d'ailleurs, pour celles d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, parlementaires de tous bords politiques, associations féministes, ministres, nous avons définitivement protégé ce droit fondamental à disposer de notre corps. À quelques jours du 8 mars, non pas de la journée de la femme comme on l'entend encore souvent, mais de la journée internationale des droits des femmes, la France devient le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Oui, c'est historique. C'est aussi le témoignage que oui, nous pouvons nous unir et dépasser les clivages politiques pour parvenir à un objectif, faire avancer un peu plus chaque jour l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi une défaite claire, par chaos, celle de Marine Le Pen et de ses alliés européens d'extrême droite, celle de tous les conservateurs qui pensent encore que le corps des femmes appartient aux hommes. Non, notre corps nous appartient. Oui, on l'a fait. Soyons-en fiers collectivement, soyons fiers de l'image que notre pays a renvoyée au monde, soyons fiers de l'image que les parlementaires, le gouvernement, l'ensemble de la classe politique a réussi à renvoyer au monde, parce que cette unité, elle est précieuse et je crois qu'il faut saluer l'ensemble des initiatives parlementaires qui ont permis d'aboutir à ce qu'ensuite un texte gouvernemental voit le jour et que oui, aujourd'hui, l'IVG soit définitivement inscrite dans notre Constitution. Et oui, vous l'avez dit, quand on est féministe, évidemment, le combat ne s'arrête pas à l'inscription dans la Constitution de l'IVG. Ça a été rappelé par le ministre de la Santé, l'enjeu de la santé des femmes. J'ai toujours dit, ce n'est pas pour solde de tout compte que nous inscrivons ce droit dans notre Constitution. Il faut garantir l'effectivité d'accès à ce droit, l'effectivité de l'accès aux soins pour l'ensemble des femmes sur notre territoire. C'est évidemment une priorité.
Et puis il y a aussi le sujet sensible de la fin de vie, alors qu'Emmanuel Macron s'est prononcé en faveur d'une aide à mourir sous certaines conditions strictes. La question du député Olivier Falorni, auteur d'une proposition de loi sur le sujet, marque la séance. Parler de la fin de vie, c'est d'abord parler de la vie, car c'est aimer la vie, passionnément. Parler de la fin de vie, c'est aussi regarder la mort, lucidement. Parler de la fin de vie, c'est en parler avec humilité, avec gravité, avec respect de toutes les convictions. Parler de la fin de vie, ce n'est pas avoir la vérité, c'est avoir la volonté de faire mieux pour les malades et pour leurs proches. Parler de la fin de vie, c'est convoquer les valeurs de la République, c'est vouloir la liberté, celle de disposer de sa mort à l'image de celle de disposer de son corps que nous venons de sanctuariser. C'est vouloir l'égalité, celle qui permet de ne pas s'en remettre à la clandestinité ou à l'exil forcé. C'est vouloir la fraternité, celle d'une fin de vie qui serait solidaire et pas solitaire. Au fil des ans et des lois, 2 droits essentiels ont été obtenus. Le droit de ne pas souffrir, car la souffrance n'est pas inévitable et encore moins nécessaire. Et le droit de ne pas subir, le droit de dire non à l'acharnement. Notre devoir est de faire de ces droits une réalité. Cela exige le renforcement et le développement massif des soins palliatifs. Mais comme toute médecine humaine, ils sont parfois impuissants face à certaines souffrances. C'est pour cela que je souhaite un ultime recours, celui d'une aide à mourir pour des malades condamnés par la maladie, mais qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. Dans une interview récente, le président de la République est intervenu sur le sujet avec humanité et responsabilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, il nous appartient désormais d'ouvrir le champ des possibles pour prendre la clé des champs, comme l'écrivait Montaigne. Cette clé des champs qui permet de partir comme on a vécu, librement et sereinement. Je vous remercie. Monsieur le député Olivier Falorni, il n'y a pas de sujet plus intime, plus sensible, plus personnel et plus délicat que celui de la fin de vie. Il fait écho à nos convictions, il fait écho à nos propres histoires. Il impose, je crois, une certaine retenue et surtout la réflexion. Il impose la concertation, le temps de l'échange, le temps du débat. C'est cette méthode, cette volonté d'avancer pas à pas, sans brusquer, en cherchant sans cesse le consensus qu'a retenu le président de la République pour répondre à la demande des malades et des familles de faire évoluer notre droit. Cette méthode qu'a choisie le président de la République pour tenir son engagement pris lors de la campagne présidentielle de 2022. Monsieur le député Falorni, je sais et nous savons combien ce sujet de la fin de vie vous tient à cœur. Je connais votre attachement à avancer dans le respect des convictions de chacun. Je sais que c'est un engagement qui vous porte depuis plusieurs années et je tiens ici à le saluer. Vous avez très largement contribué à faire progresser cette réflexion. Ce dimanche, après les travaux du Comité consultatif national d'éthique, de la Convention citoyenne, après des consultations larges auprès des soignants, des malades, des familles, des acteurs de la société civile, laïque et religieux, le président de la République a fixé les principes pour un nouveau chemin dans notre modèle français de la fin de vie. Je veux saluer tous les acteurs qui se sont engagés, toutes les contributions reçues. Je veux remercier très sincèrement Agnès Firmin-Lebaudot qui a animé ces débats, ces réflexions des mois durant. Je veux saluer Catherine Vautrin et Frédéric Valletoux qui défendront le projet de loi sur la fin de vie devant vous. Monsieur le député Falorni, nous avons écouté et nous avons entendu. Entendu ces familles, entendu ces malades, entendu ces citoyens qui attendent de nous que nous fassions évoluer notre droit. Nous avons entendu les soignants aussi nous faire part de leur engagement, de leur détermination à aider jusqu'à la dernière seconde leurs patients. Au fond, toutes et tous, au-delà de nos convictions et de nos croyances, nous nous retrouvons, je crois, autour d'une volonté, la dignité. La dignité face à la souffrance, la dignité dans le soin, la dignité devant la mort. Alors c'est autour de ce principe, de ce cap, que nous ferons évoluer notre modèle sur la fin de vie.
La dignité, c'est d'abord mieux accompagner ceux qui souffrent. Alors oui, nous vous proposerons une augmentation sans précédent des moyens consacrés aux soins d'accompagnement, avec une stratégie sur 10 ans et des investissements supplémentaires permettant de garantir partout sur le territoire l'accès à des soins palliatifs. Mais il arrive parfois, malgré l'abnégation, la détermination des soignants, que la maladie prenne complètement le pas. Il arrive parfois que le diagnostic soit inévitable et que la douleur soit telle que la vie n'est plus vraiment la vie. C'est pourquoi, comme le président de la République l'a annoncé, nous vous proposerons de créer en France la possibilité d'une aide à mourir. Cette aide à mourir sera encadrée par des conditions strictes, à des critères précis et à une décision collégiale de l'équipe médicale. Les patients devront être majeurs, c'est une recommandation de la Convention citoyenne. Les patients devront être capables d'un discernement plein et entier. Les patients, enfin, devront être atteints d'une maladie incurable qui impose des souffrances que rien ne peut apaiser et dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme. Ces critères sont, je le crois, la garantie de l'éthique de notre modèle. La décision de mourir est évidemment la plus lourde qui soit. Elle ne peut être prise qu'avec la plus grande précaution. Et nous ne pouvons nous permettre de l'encadrer qu'avec la plus grande prudence. Alors je le dis, j'ai toute confiance dans le travail parlementaire et dans l'esprit de responsabilité de chacun. Un texte sera présenté en Conseil des ministres en avril et pourra être débattu dans cet hémicycle à compter du 27 mai prochain. Il prendra le temps qu'il faudra. Il se fera, je le sais, dans le respect de l'intime conviction de chacun. Et je suis sûr, dans une volonté de bâtir des consensus. La question de la fin de vie est grave. Elle doit nous rassembler. Les malades, les familles, les soignants nous regardent, nous attendent. Faisons de cette loi une grande loi de dignité. Je vous remercie. Ce même jour, on retient un échange virulent entre la députée écologiste de Paris, Sandrine Rousseau, et la ministre chargée de l'enfance, Sarah El Haïry, sur le thème très sensible de l'aide sociale à l'enfance. Les répondants du 119, le numéro d'urgence pour les enfants en danger, sont en grève pour alerter sur leurs conditions de travail, et c'est rare. Il faut dire que la protection de l'enfance va mal, très mal. Trop peu de travailleurs sociaux qui tiennent à bout de bras un système qui ne les considère pas, ne les reconnaît pas, ne les rémunère pas. Un système qui les écrase comme il écrase les enfants. Le nombre d'enfants placés a augmenté de 30% en un an. Les pédopsychiatres disent que l'effondrement de l'ASE pose un sérieux problème. Les enfants sont en détresse, les urgences saturent, le 119 sature, les foyers saturent, les familles d'accueil saturent. Certaines disent qu'elles doivent mettre les enfants à la rue à 18 ans. 40% des SDF de ce pays de moins de 25 ans viennent de l'ASE. Au bout de la chaîne, les enfants craquent. Ils se droguent et en meurent comme Myriam, 14 ans, ou se suicident comme Lily, 15 ans, ou sont retrouvés morts comme Anthony, 17 ans, voire assassinés par un autre enfant de l'ASE comme Jess, 17 ans. Ce système est maltraitant pour des enfants maltraités. Des décisions de justice et de protection ne sont pas appliquées faute de solution. Les mineurs non accompagnés sont désormais victimes de la préférence nationale de la loi immigration. Je le dis ici, je n'ai jamais rencontré un seul enfant issu de l'ASE qui n'ait pas été violé dans sa famille d'origine ou au cours de son placement. Pas un. Quand un enfant est placé, l'État n'est pas là pour assurer le strict nécessaire. Il devient son parent de substitution. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur ce qui se passe à l'ASE. Monsieur le Premier ministre, quelles mesures concrètes pour enrayer l'effondrement de la protection de l'enfance? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Sarah El Haïry, ministre en charge de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Rousseau, la protection de l'enfance mérite mieux. Ne jetez pas l'eau propre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais. Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'eau propre sur les assistants familiaux, sur les éducateurs spécialisés, sur les départements, Madame la députée. Madame la députée, nous regardons en face la situation de la protection de l'enfance. Parce que c'est avec les présidents de département, c'est avec les associations, c'est avec les professionnels que nous y arriverons. Dès la première heure,
2 semaines après ma nomination, le décret pour les hôtels est sorti. La revalorisation et le travail sur l'attractivité est en cours avec la présidente Dabin, avec le Haut Conseil au travail social et Mathieu Klein. Ça a été mon premier déplacement. Madame la députée, s'il y a un sujet sur lequel nous avons besoin de concorde et sur lequel l'État ne pourra pas seul et que les collectivités ne pourront pas seules, c'est bien la protection de l'enfance. Le constat, nous le connaissons. Les travaux parlementaires existent. Le rapport du sénateur Beaune, les travaux de Perrine Goulet, la délégation des droits des enfants, les départements également. Madame la députée, l'urgence, c'est quoi? C'est accompagner les assistants familiaux et relancer les recrutements. C'est accompagner les éducateurs spécialisés dans leur quotidien. C'est leur donner les moyens. C'est pour ça que le président de la République et le Premier ministre ont souhaité ce ministère qui permet de mobiliser le soutien du travail avec la ministre de la Santé et du Travail, de l'Éducation nationale, parce que nous avons besoin de tous les adultes et de la protection judiciaire de la jeunesse. Madame la députée, j'espère sincèrement que vos mots ont dépassé vos propos et que non, il n'y a pas l'ensemble des enfants qui ont été violés au sein de la protection de l'enfance. Je vous remercie, Madame la ministre. Les salariés de l'ASE ne sont pas considérés, les enfants souffrent et c'est vous qui posez l'opprobre sur tout le secteur de la protection de l'enfance. Honte à vous, Madame la ministre. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez 6 secondes. Non? Madame la députée, qu'il y ait des drames, bien sûr, et nous les regardons sans naïveté. On sera aux côtés de toutes les personnes qui accompagnent la protection de l'enfance. Par contre, pas de jeter l'opprobre. Il n'y a pas de double réplique, Madame la députée. Fin mars, le sujet numéro 1 des questions au gouvernement, c'est le déficit public. À droite comme à gauche, les députés s'inquiètent de ce dérapage et de ses conséquences sur les politiques publiques. Écoutez cette question du député chevronné Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre en charge des comptes publics. Ce matin, l'INSEE a annoncé que le déficit public prévu pour 2023 ne serait pas de 4,9% du PIB, mais de 5,5%, soit 15 milliards de plus. Ce qui signifie que les déficits publics pour 2024 seront très supérieurs aux 4,4% prévus par le gouvernement dans la loi de finances. Certains parlent même à la direction du budget de 5,7% du PIB. Soit 30 milliards de plus. Cette situation dramatique de nos finances publiques traduit l'insincérité de la loi de finances pour 2024, adoptée sans débat par 49.3. Le gouvernement ayant retenu des hypothèses de croissance excessive contre le consensus des économistes. L'explosion de la dette publique entre 2017 et fin 2024 va atteindre, mes chers collègues, 1 000 milliards, dont seuls 260, d'après la Cour des comptes, sont liés au Covid, au plan de relance et à la crise énergétique. C'est donc, pour les 3/4, le fruit, Monsieur le ministre, de votre mauvaise gestion. Lors du débat budgétaire en octobre 2023, notre groupe LIOT a proposé des économies justes sur des dépenses fiscales excessives et des efforts sur les milieux les plus aisés. Vous n'avez tenu nul compte de nos propositions. Aussi, Monsieur le ministre, il est urgent non pas d'organiser un débat sur les finances publiques le 29 avril à 15h30, mais de déposer un projet de loi de finances rectificative avant la fin de la session pour que vous nous expliquiez les mesures que vous envisagez de prendre pour éviter que la France ne soit de nouveau soumise par la Commission européenne à la procédure pour déficit excessif et à la dégradation de notre notation. Ma question est donc simple. Quand allez-vous nous saisir d'une loi de finances rectificative? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci. Allez, un peu de silence. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Charles de Courson. Que s'est-il passé ces derniers mois? Nous avons eu l'occasion de l'expliquer devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire en commission des finances, ici à l'Assemblée et au Sénat. Nous avons, comme tous les pays européens, subi un choc économique. Moins de recettes. Et l'INSEE l'a publié ce matin.
moins 21 milliards de recettes sur l'impôt sur les sociétés, sur les cotisations sociales, sur la TVA. Et qu'est-ce que nous avons fait face à cette baisse de recettes dont nous avons eu connaissance, et je me tiens à la disposition de la représentation nationale, nous avons eu connaissance courant du mois de décembre, et d'ailleurs le rapporteur général du budget au Sénat est venu le constater par lui-même. Qu'est-ce que nous avons fait? Dès que nous en avons eu confirmation, nous avons agi tout de suite, de manière d'ailleurs plus rapide qu'un PLFR, en faisant une décision d'annulation de 10 milliards d'euros. Si vous partagez, et je crois que vous le partagez avec nous, la nécessité de tenir les comptes, il fallait agir tout de suite, et c'est ce que nous avons fait. Je reviens sur ces 10 milliards d'euros. Nous avons agi. Est-ce que nous pouvons agir seuls sur le redressement des finances publiques, monsieur le député? Je ne crois pas. Je ne crois pas que nous soyons seuls à partager les finances publiques. Les collectivités territoriales sont avec nous, la sécurité sociale. Et ce que nous avons proposé avec Bruno Le Maire, c'est d'abord de pouvoir échanger avec la représentation nationale, échanger avec les associations d'élus locaux et bâtir ensemble le nécessaire redressement des comptes publics. Et nous verrons, en fonction de la situation, si nous avons besoin ou pas d'un projet de loi de finances rectificative. Il était urgent d'agir, c'est ce que nous avons fait, et nous attendons désormais vos propositions. Et vous savez que nos portes, avec Bruno Le Maire comme moi-même, sont ouvertes pour échanger sur vos propositions en la matière. Voilà pour ces échanges qui ont marqué l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la fin de ce numéro des grands débats. À très bientôt pour un autre épisode des questions au gouvernement.